Et alors du coup, quand on repart de zéro, que la feuille est blanche, et qu'on doit recréer une boîte aussi sympa que celle qui était Zenly, comment est-ce qu'on fait? C'est quoi les étapes par lesquelles vous passez à ce moment-là? Bah déjà, on voulait pas refaire Zenly. Enfin, l'ambition au début, c'est de se dire, ok, bah, Zenly, ça va servir Zenly, ça servait une verticale, qui était la position en temps réel, mais on veut être plus fort, plus gros que ça, c'est-à-dire on veut venir là où on remplissait la fonction utility de Zenly, on veut venir remplir aussi la fonction chat, on veut venir remplir la fonction calendrier, on veut venir remplir la fonction caméra, tu vois, en fait, toutes les applications de base du téléphone. On s'est dit, on peut avoir une approche Zenly, c'est-à-dire une approche pas de côté sur chacun de ces segments, avec notre expertise. Et donc, quand on a lancé Amo, la complexité, la difficulté, c'était, ok, on sait faire un Zenly, on sait faire. Comment est-ce que on réplique ça sur d'autres produits? Et en fait, c'était beaucoup de problématiques. Il y avait beaucoup de problématiques organisationnelles, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se structure pour, tu vois, faire plusieurs applications, plusieurs produits. Comment est-ce que on fait un design qui fonctionne sur plusieurs applications, mais qui, tu vois, qui est commun. Excuse-moi, vous étiez combien à ce moment-là, du coup, de chez Zenly à... Quand on a monté Amo, on était 14. C'est quand même beaucoup, ouais. Il y avait 10 cofondateurs, et du coup, c'était 4 personnes en plus de chez Zenly. Okay. Donc que du Zenly. Après, par la suite, on a essayé de recruter des gens qui n'étaient pas de chez Zenly, justement, pour essayer de créer une nouvelle ADN. Et donc, il y avait un challenge organisationnel, comment tu t'organises, comment tu fais le design, tu vois, mais surtout aussi comment tu fais la partie engineering. Donc, franchement, les 6 premiers mois d'Amo, c'était gérer cette complexité de être multi-produit. Parce que c'était pas faire un studio, c'était pas faire chaque app à son back-end, chaque app à sa stack, etc. et son design et son, comment dire, ses opinions. C'était vraiment réfléchir tout ensemble. C'est-à-dire, tu deviens ami avec un pote sur une appli, ça devient ton ami sur l'autre. Tu gères les permissions d'un ami sur une appli, il faut que les permissions soient appliquées sur l'autre. Tu prends une photo dans une appli, il faut que tu puisses la voir sur une autre application. J'ai un pote qui a téléchargé l'appli A et pas l'appli B, et moi je suis sur l'appli B. Comment est-ce que tu fais en sorte que les gens ils s'interagissent entre eux? Tu veux un pote sur l'appli A, mais tu le veux pas sur l'appli B. Exactement. Non, mais en fait, franchement, c'était les problématiques de design les plus complexes que j'ai jamais eu de ma vie. Quand on a commencé, quand on a fait Amo, parce que c'est la complexité sur de la complexité. C'était pas faire une app, c'était faire une app qui fonctionne les unes avec les autres. Un écosystème. Un écosystème. Et après, j'ai énormément appris. C'était hyper intéressant et très, très challengeant d'avoir cette approche-là, quoi. Ouais. Côté design pur aussi, il fallait créer un truc qui n'existait pas du tout. On a pas mal... justement, donc Valentin de Zenly m'a rejoint dans l'équipe design chez Amo. Du coup, nous a rejoint dans l'équipe design au sens large. Avec, on était juste 3 au départ, quoi, avec Nico. Et en fait, après, on a continué à faire ce qu'on savait faire chez Zenly, c'est-à-dire qu'on a un peu segmenté aussi... plus côté product et design, etc. Mais pas tout de suite, parce que l'équipe était beaucoup trop jeune pour faire ça. Mais du coup, il fallait tout recréer de zéro. Et en fait, le problème, c'est que on était parti sur un truc qui était beaucoup trop élitiste. Je sais pas si tu te souviens, quoi. C'était trop élitiste, c'était trop aseptisé. On était trop bas de Zenly. Ouais, c'était trop loin. En fait, on s'était dit, on va créer un truc complètement différent. Un peu luxe. Mais on a c'était premium. On a vite banni ce mot, ouais. C'était premium, mais du coup, ça semblait inaccessible et très froid. Et on était quelques mois là-dessus avant de dire stop, ça marche pas du tout. Il faut qu'on fasse marche arrière et qu'on crée quelque chose de beaucoup plus qui crée des émotions, quoi. Là, il y avait c'était beau, mais c'était pas du tout nous, en fait. On n'arrivait même pas nous à se sentir hypé par ce qu'on faisait, donc en fait, il fallait tout recommencer. Et c'est comme ça que on est arrivé avec cette vibe qui est Amo aujourd'hui. C'est pas fait du premier coup, hein. C'est que de l'itération, sur de l'itération, sur de l'itération. Ça a pris plusieurs mois. Et ce qu'on savait, c'est qu'on voulait quelque chose où il y avait du craft. Au final, on utilisait plus le mot craft, genre montrer. Qu'est-ce que tu veux dire par craft? De l'excellence sur l'exécution. Tu vois, c'est-à-dire, lorsque tu fais un truc, tu vas pas juste faire la manière standard de le faire, tu vas essayer de l'amener plus loin, tu vois. C'est pas réinventer la roue, mais c'est comment tu fais que la roue soit la meilleure roue, tu vois. C'est plus, et sur chacun des sujets. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est ça qui nous anime. C'est-à-dire, tu fais un bouton, tu vas réfléchir au sound design qui va derrière ce bouton, à l'aptique qui va derrière ce bouton, tu vas réfléchir à l'intérêt, qu'est-ce que ça génère de l'autre côté, les animations, tu vois, c'est pas un bouton. Pour nous, on peut pas, c'est pas ok, tu vas te faire ça. Donc chaque
chaque élément. Et d'ailleurs, peut-être que c'est un problème aussi, tu vois. On surpense trop chaque partie. Mais c'est ce qui nous fait vibrer aussi. Il y a un peu un truc de recherche et développement sur chacun des éléments et on se questionne et on re-questionne. Est-ce que c'est la bonne manière de faire, etc. Tu vois, non. Pas mettre une table barre avec 4 boutons en bas, quoi. Ouais, il n'y a aucun hasard, ouais. C'est une approche que vous recommanderiez, ça, à une boîte qui se lance, qui veut créer un produit? Ah, si tu te lances, surtout pas. Ouais. Non, si tu te lances, faut d'abord trouver ton marché, tu vois, c'est ce qui est le plus important. Je pense que c'est un luxe de pouvoir comment dire, se focaliser sur le craft, c'est un luxe, tu vois, tu te le payes. En fait, t'as le droit de te focaliser sur le craft une fois que t'as des visitateurs, une fois que t'as de l'attraction et une boîte qui marche. Et Zenly, en vrai, on a eu ce luxe-là parce que ça marchait, tu vois. Et après, c'était vertueux, c'était une boucle vertueuse ok, on passe plus de temps et ça se développe, etc. Mais quand tu commences et que t'as pas de moyens, surtout pas. Au contraire, faut faire avec des bouts de carton, des bouts de ficelle. Il faut essayer de voir si tu résous un problème avec rien. Et si tu arrives à résoudre un problème avec très peu, bah après tu peux être plus généreux, tu vois. Je pense que c'est un trait de générosité, hein, de vouloir, tu vois. C'est à la fois un challenge personnel de se dire je me dépasse et à la fois un truc de générosité je veux donner le maximum, tu vois, pour chacune des expériences. Et je pense qu'aujourd'hui la barre elle est un peu plus élevée qu'avant aussi en termes de ce que les gens attendent en termes de craft et de trucs. Mais clairement nous dès le début la barre qu'on s'est nous fixé nous-mêmes alors que on avait déjà un niveau d'exigence en interne qui était extrêmement élevé. Avec Amo, on a placé le truc encore plus haut. Et en plus de ça, on avait cette pression avec... franchement, on avait beaucoup de projecteurs sur nous par rapport... Parce que déjà, on était 10 cofondateurs. La levée de fonds immense dès le départ. Et donc, du coup, on avait une pression qu'on n'avait pas chez Zenly, en fait, dès le début, tu vois. Et tu recommences à zéro. Et en fait, clairement, je pense que... Je rebondis sur ce que Nico dit, tu vois, mais c'est pas recommandable de faire exactement ce qu'on a fait. C'est pas du tout le playbook à appliquer. En tout cas, je pense que c'est bien de se challenger, d'avoir une barre qui est un peu plus élevée que d'habitude. Pas de créer des MVP dégueulasses et d'espérer que ça fonctionne, ça marchera pas. Aujourd'hui, c'est plus possible, je pense, vraiment. Mais pas non plus de partir sur des trucs ultra polish comme on a fait nous. Ça dépend de la taille des marchés que tu vas attaquer. Ouais, exactement. En tout cas, en social consumer, c'est compliqué, quoi. Moi, parce que les ambitions sont grandes. C'est pour ça que tu vois, tu payes ce luxe dès le début. Mais si t'es une petite boîte qui a pas de fonds et que t'es étudiant, etc., passe pas de temps à faire des haptics, tu vois, genre ça n'a pas de sens. Ou alors prends un truc qui est déjà fait pour aller vite, tu vois, tu le mets pour dire je sais qu'il faut que je le fasse plus tard et je sais que ça compte, mais passe pas plus de 1% de ton temps sur des choses comme ça. Ou alors, c'est le cœur de ton produit et t'as une expérience très simple et au contraire, tu vas à fond et tu fais un truc très crafté. Mais la problématique la feedback loop que tu dois avoir quand tu crées une boîte, elle doit être la plus courte possible. C'est-à-dire, limite, c'est dans la journée que tu arrives à construire quelque chose et à le tester et à apprendre. Tous les jours, tu peux apprendre, c'est énorme. Après, si tu le fais sur la semaine, sur le mois, voilà, mais le truc à pas faire, c'est rester 6 mois, 1 an en sous-marin, tu vois, et après sortir. Ah bon, on l'a fait parce que vous étiez attendu comme... Non, parce qu'on connaissait aussi notre marché, tu vois. C'était un truc... Ouais, c'est ça. On partait avec cette petite avance de se dire on sait à peu près où on met les pieds. Et sur la localisation. Voilà, sur la localisation, exactement. Sur le reste, moins. Mais on n'a pas... Tu vois, on a créé des boîtes à côté d'Amo pour tester nos produits en amont. Tu vois, évidemment, la perception du coup de nos users et de l'extérieur, c'est qu'on est sorti nos 3 applis d'un coup sur un mois out of nowhere. Mais en fait, pas du tout. Tu vois, en cours de route, on a fait beaucoup de user tests en interne malgré tout. On a créé ces boîtes à côté pour rester dans le secret et tester, prendre la température et voir comment ça mordait en fait au niveau de nos choix et de nos intuitions. Parce que voilà, sur la géoloc, effectivement, on n'avait pas besoin de partir de zéro puisqu'on avait déjà toute la connaissance qu'on avait, mais sur le reste, on part avec des intuitions et très peu de data ou en fait zéro data, quoi. Donc il fallait qu'on teste le marché sans montrer ce qu'on était en train de construire. Et c'était d'ailleurs un vrai challenge pour recruter, très compliqué de recruter dans ce cas-là, quoi. Parce que du coup, même dans nos recrutements, on n'expliquait pas du tout ce qu'on faisait. Donc il fallait convaincre les gens de venir sans leur expliquer ce qu'on construisait. Oui, on leur montrait le premier jour. Voilà, et donc du coup, ils signaient, le premier jour ils avaient voilà ce qu'on fait. C'est fou quand on y pense que des gens rejoignent une boîte sans savoir
Pour construire réellement. C'est quand même dans lunaire. le vide. Ouais, mais vous leur faisiez passer des tests, du coup Ils faisaient des tests, mais Il y a pas des du exos, tout des pas du exos, tout mais liés, ouais. pas du tout Non, liés à Les même gens en ne pouvaient design, pas se d'ailleurs. dire, ok, bon, bah, si le test c'est ça, c'est que je vais Ouais. peut-être faire quelque chose Non, comme ça. non, non. un G et design, les tests n'étaient pas du tout reliés à Amo. Ok. C'était des trucs fictifs. En tout cas, en design, nous, on avait crafté 2-3 exos qui étaient... justement, on mettait un point d'honneur à créer des exercices qui n'étaient pas liés à Amo pour éviter les biais par rapport à nos choix, etc. Et du coup, on avait créé cet exercice simple qui était... bah voilà, tu as 3 jours pour créer une app de calendrier social. À quoi ça ressemble un calendrier social ou une app de contact social. Avec, On a pris des apps un peu ennuyantes, tu vois, comme Ouais. la Comment liste tu de fais contacts pour, ou le calendrier, Ouais. et dire, bah, vas-y, on voulait voir comment est-ce que la personne les réinventait des usages, bah, tu vois, des usages ennuyants en quelque chose de plus actuel. Bah, c'est exactement ce que j'ai envie qu'on creuse là, tu vois. C'est comment est-ce que vous avez, parce que vous avez la sauce secrète pour faire ça. Comment est-ce que vous rendez une app qui est a priori pas fun, quoi, comme un calendrier, addictive pour les utilisateurs? C'est quoi les... Je sais pas, comment est-ce que vous avez... Je pense déjà le mot addictif, moi je challenge, je pense que c'est pas addictif qui a... Pas au sens péjoratif. Hein, je Non, veux mais dire. enfin, comment tu fais revenir les gens? Tu fais revenir les gens sur une application ou un service s'il est utile, fondamentalement utile. Si c'est inutile, c'est superflu, les gens ils reviendront pas, tu vois. Tu peux être utile dans le divertissement, hein, c'est pas forcément... ça peut être du loisir, tu vois, l'utilité que tu donnes. Mais il faut que que tu donnes de la valeur. Si tu donnes pas de la valeur, les gens au final ils partent. Après, comment tu rends une expérience agréable, Ouais. tu vois, et donc tu as envie d'y retourner, tu as envie de réutiliser, c'est comme un bon plat, tu vois. Parce on a tous les mêmes ingrédients, hein, c'est comment est-ce qu'on les cuisine ensemble. Bah, je pense que la différence, c'est que nous, je continue ma métaphore sur les plats, c'est qu'on va chercher les épices, tu vois. On va chercher, des aptiques, on va chercher, on va chercher la secréture, on va chercher du son, tu vois, on va chercher. Un truc, moi, j'aime bien dire dans le design, c'est qu'on essaie de faire une expérience qui est la plus 360 possible. Ouais. C'est-à-dire, on va toucher tous les sens, tu vois. Donc, dans ton téléphone, tu vois, c'est juste une vitre vide, c'est pas très intéressant. Déjà, dès que tu mets du motion, bah, tu vas un peu complimenter l'œil, tu vois, tu vas rendre ça agréable. Tu vas faire un retour, un feedback, donc c'est un peu la base du design, mais un retour visuel, tu vois, un feedback. Et après, tu vas venir chercher à stimuler les oreilles, tu vois, donc tu vas faire du sound design. Tu vas chercher à stimuler le toucher, donc avec du haptique. T'essayes de faire en sorte que ton design système de son, il soit aligné avec ton design système de haptics pour que les deux se complimentent l'un l'autre, tu vois, qu'ils aillent ensemble. Tu vois, c'est des épices qui vont ensemble. Tu vois. Le seul truc pour l'instant, moi, j'ai pas réussi à craquer, c'est l'odeur. Mais un jour, je suis sûr qu'on va y arriver. Les ratatouilles. La ratatouille. Parce que la cuisine, ça sent bon, tu vois. Ça sent bon. Là, ça sent rien du tout, malheureusement. Mais peut-être qu'un jour, on l'aura. Mais pour moi, quand t'arrives à faire une expérience 360, tu vois, bah, tu rends le truc agréable. Ça sort du commun aussi. Genre, imagine, tu ouvres Google Calendar, tu mets ton calendrier, tu ouvres iMessage, tu envoies 2-3 messages, et après, tu ouvres une application où dessus, bah, t'as des haptiques, du son, des visuels. Bah, c'est un peu comme ouvrir un jeu vidéo, tu vois. Tu te dis, ah, là, c'est sympa. Là, je m'amuse. Là, je passe un bon moment, tu vois. Ouais. Et à ce moment-là, bah, forcément, cette application, elle ressort du lot par rapport aux autres. Justement, ouais, c'est exactement ce que tu dis sur le jeu vidéo. Ouais, j'allais y venir. Ouais. C'est beaucoup plus l'approche de vidéo. Ouais, Zenly, clairement, on a toujours été à 50% jeux vidéo et 50% utilitaire, tu vois. Et c'est ça, en fait. Il y a un mec qui s'appelle Andy Allen, très connu là, qui était avant le designer de l'app Paper, de Paper sur iPad, un truc ultra immersif de notebook et tout, qui aujourd'hui a fait des applis dans sa boîte qui s'appelle Noteboring. En fait, lui dit si tu t'intéresses pas aujourd'hui en tant que designer ou même founder dans la tech aux jeux vidéo, si t'es pas gamer, même pas par envie mais par intérêt, en fait, tu te coupes sur le marché le plus puissant aujourd'hui, consumer, qu'il y a au monde. Ouais, c'est le jeu vidéo. Et en fait, beaucoup d'inspirations qu'on a eues avec Nico viennent du jeu vidéo. Et aujourd'hui, moi, ça même Amo aussi. Enfin, les deux mondes mergent. Les deux mondes, ouais. Il y a tout ce qui est gamification. Il y a des apps aujourd'hui qui sont publiques, qui montrent l'exemple. Tu vois, je pense à Duolingo, par exemple, qui fait ce genre de choses très bien. C'est l'essence même de créer quelque chose d'utile pour les gens avec une valeur ajoutée qui est d'apprendre un nouveau langage, mais de rendre ça fun, alors que c'est quelque chose c'est ennuyeux de fou, quoi, d'apprendre un nouveau langage. Mais en fait, eux, ils le rendent fun parce qu'ils savent que tous les jours,
si c'est une habitude que tu dois construire tous les jours, il faut que ça soit, il faut que tu aies envie de revenir le lendemain. Sinon, si tu gagnes pas quelque chose en cours de route avec des éléments du jeu vidéo, tu reviendras jamais, tu vas te charner. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que du coup, il y a le jeu vidéo, il y a le fait de jouer, il y a le fait de gagner, comme tu dis. Mais si tu gagnes tout le temps quand tu joues dans un jeu vidéo, tu te lasses au final. Ouais. Donc, tu as un système de récompense, je pense, qui arrive à un moment donné. Et il faut que tu saches quand donner cette récompense, quand ne pas la donner. Vous avez implémenté ça dans les applications, que ce soit avec Amo ou Zanli, le système de récompense t'as énormément de systèmes, en fait. On va dire, quand tu fais de la gamification, il y a c'est des sujets qui me passionnent, tu vois, mais si tu prends juste la surface de la gamification, tu vas faire un leaderboard, donc un classement, et tu vas donner des points aux gens et des cadeaux, et voilà, quoi. Mais ça, pour moi, c'est un peu la surface, tu vois, c'est les gens qui prennent aux jeux vidéo juste 2-3 codes, mais qui vont pas au bout de la réflexion. Ce qui est intéressant, au final, c'est comment est-ce que tu stimules un comportement. Okay. Tu vois, comment tu stimules un comportement. Donc, il y a BG Fogg, c'est un prof à Stanford, toute la partie behavioral design. Donc, c'était le prof, entre autres, d'Evan Spiegel, des fondateurs de Airbnb. Il y a beaucoup d'entrepreneurs à succès qui sont passés par sa classe. Et lui, du coup, il se pose la question de comment est-ce que tu crées un comportement chez les gens. Donc, behavior. Et sa théorie, c'est behavior equal maths. Donc, c'est math, motivation, ability, trigger. Okay. Donc, comment est-ce que tu crées un comportement ? Tu vas créer un comportement en ayant une motivation. Donc, ma motivation, c'est de débloquer, par exemple, des emojis. Tu vois, sur Zenly, il y a un pack d'emojis, tu l'as pas, je veux ces emojis, tu vois. Alors, ensuite, ability. Donc, comment est-ce que je fais pour débloquer ces emojis ? Il y a marqué invite un ami ou ajoute un ami. Donc ça, c'est l'ability. Et c'est un bouton. Donc, c'est facile, l'ability, t'as juste à appuyer dessus. Tu vois, et le trigger, c'est quoi ? Le trigger, c'est le truc qui te donne envie. Donc ça peut être une notification qui te rappelle, genre Biril, le trigger, c'est la notification tous les jours. Le behavior, c'est poster tous les jours. Le trigger, c'est la notification. Ability, tu tapes dessus. Et motivation, c'est débloquer les photos de mes amis, tu vois. Et du coup, tu crées ce comportement d'utiliser tous les jours l'application. Zenly, la motivation, avoir les emojis. L'ability, c'est tu tapes sur le bouton pour inviter un ami. Et le trigger, c'est les emojis sont floutés derrière. Je les vois un peu en transparence. Ça me trigger. Du coup, c'est l'expression. Et je les veux, tu vois. Et en fait, ce modèle-là, moi, je le trouve très smart parce que du coup, il est très simple, tu vas comprendre. Et en fait, c'est un peu un framework. Donc, tu l'appliques à n'importe quoi. Et d'ailleurs, tu débloques plein de manières de gamifier quelque chose. Et ça, pour moi, c'est une approche beaucoup plus théorique de la gamification que de dire on fait un classement, on met les gens qui ont plus d'amis en haut, les gens qui ont moins d'amis en bas, tu vois. C'est un peu plus simpliste. Et moi, je regardais beaucoup. Il a sorti pas mal de bouquins. Tiny Habits, par exemple, comment créer des habitudes. Il a sorti 3 bouquins, je crois, ce gars. Et il fait partie des gars que j'ai pas mal lus. Et l'autre que j'ai beaucoup lu, c'est Yukai Shu. C'est un peu dépassé dans ce qu'il a écrit parce que ça a plus de 10 piges. Mais en gros, il a fait un concept qui s'appelle l'octalysis. Donc l'octalysis, en gros, comment tu crées un sentiment d'accomplishment, un sentiment empowerment, tu vois, un avoidance, tu vois, comment la version à la perte, tu vois. Et en fait, tous ces comportements, et derrière, il y a des boîtes à outils, donc il va te montrer comment à l'époque Farmville a réussi à créer le besoin de complétion, tu vois. T'as une carte de 200 par 200, tu veux des champs partout, et en fait t'as envie de remplir, tu vois, comme un SimCity. Et c'est des comportements qui sont fondamentalement humains. Et par exemple le Octalysis qui était de Yukai Shu, ce qui est intéressant. Moi des fois je prenais ce bouquin là, c'est un peu un bouquin que tu laisses sur ta table quand tu bosses, tu dis OK, j'ai une idée. Et après, tu regardes un peu son framework et tu te dis, OK, peut-être que là, je pourrais créer de la scarcity. Donc, je pourrais créer du manque, tu vois. Par exemple, un truc de scarcity, si tu prends les achievements de Snapchat à l'époque où il y avait des petits cadenas, il t'en manque 3-4 et tu dis, j'ai envie de les débloquer. Il me les manque, ils sont rares, ils sont chers. Et alors, comment je fais? Je tape dessus, je vois l'action que je dois faire. Par exemple, prendre 10 Snapchats de nuit et ça me débloque le petit cadenas, tu vois. Et bon, ça c'est plus une biboutie, alors que BG Fogg c'est plus de la compréhension théorique. Donc c'est deux trucs qui sont très différents. Yukai Shu ça devient vraiment dépassé parce que c'est plus époque de Farmville sur Facebook, etc. Donc les exemples sont plus d'actualité, mais il faut les réinterpréter, quoi. Mais sur la complétion, justement, tu vois, en application, ce qu'on a fait chez Zenly,
Un cas très concret qui est vraiment très simple, mais pourtant on était le premier à le faire, tu vois, c'était les app icons. Ouais. Donc tu peux débloquer des icônes d'application si tu as rempli différents objectifs. En fait, on mettait, on mettait pas juste une app icon avec des objectifs, on mettait les 4. T'as la première, et en fait tu mets 3 espaces vides à côté. En fait, juste ça. Les gens, ils veulent pas des espaces vides. Ils veulent remplir ces espaces. On a fait la même chose pour les amis, tes best friends. Il fallait que t'avais 3 espaces vides à côté de ton best friend dans l'application pour compléter justement ces 3 espaces vides, tu vois. Et en fait, sur les app icons, les objectifs étaient croissants. Vraiment difficulté croissante pour les débloquer. Et au début, c'était très simple. Il fallait ajouter, je crois, 3 amis, ce genre de choses. Et à la fin, c'était ouvrir l'application 50 jours de suite et avoir 25 amis. C'est important d'aligner les intérêts. Tu vois, c'est-à-dire, c'est dans l'intérêt des gens pour avoir une meilleure expérience, d'avoir des amis pour que l'appli soit utile. Donc c'était pas gratos, et justement les gens étaient ultra frustrés quand ils arrivaient pas au 48e jour, ils oubliaient d'ouvrir l'application. Ils nous envoyaient des messages en mode putain les gars, il me restait 2 jours, s'il vous plaît, donnez-moi l'application, donnez-moi la icon. Nous on disait bah non, on recommence, tu vois. Donc il y avait en fait, nous on adorait voir les gens frustrés parce que du coup c'est bon, on avait gagné quoi. Mais ouais, mais c'est ça. Mais je pense qu'il y a une frontière qui est fine entre la frustration et c'est partie du jeu, la frustration. Va dans le jeu vidéo d'ailleurs, tu prends un Mario, tu meurs, tu reviens au début du niveau, et parce que la frustration elle est bonne, parce que au final quand tu réussis, ça décuple les émotions, tu vois, t'es encore plus content. Ouais. Moi il m'avait fait une blague, il m'avait fait sur l'app icon, parce que du coup c'était moi qui avais fait la fonctionnalité de débloquer les app icon, et moi j'étais, parce que je suis avant tout un joueur, je suis le premier sujet de mes expérimentations. D'ailleurs j'adore faire ça parce que je suis le premier pigeon à tomber dans tous les pièges de gamification de toutes les apps. Et du coup, j'étais hyper excité à l'idée d'avoir mon application le 50e jour. Et eux, ils avaient fait un truc, c'est que dans le code, dans le code, ils avaient mis un flag où il y avait marqué pour cette en gros, ça c'est if Nico, donc si cet utilisateur arrive à 50 jours, tu lui donnes pas l'icône, tu vois. Et du coup, moi je tapais dessus, ça marchait pas, c'était un bug. Et on avait plusieurs versions, on avait une version interne et une version en production. Tout le monde dans la boîte. Et du coup, la version, moi je me dis bon, c'est un bug de la dev, donc je vais tester l'application production, donc je télécharge l'application production, et là ça marche pas non plus. Et en fait, ces mecs, ils avaient même mis le code avec mon nom d'utilisateur directement dans la prod. Donc c'était sorti, et du coup je pouvais vraiment pas le débloquer. Et vous avez mis combien de temps avant de me le dire? C'était incroyable, on a mis une semaine. Une semaine, je crois. Pendant une semaine, moi j'étais frustré. Il tu vois, fou. Donc la frustration, je connais, mais c'est pas grave. Il a réglé le problème lui-même. Il allait dans le code pour faire commit. En fait, j'ai capté au bout d'un moment, j'étais dans le code et j'ai moi-même commit j'ai viré la ligne, quoi, et je l'ai moi-même commit. Bon, ça fait rigoler tout le monde, sauf moi. C'était incroyable, j'avais oublié cette histoire. Voilà. Mais à la fin, j'avais mon app icon. Et d'ailleurs, je crois quand Zenly s'est fait shutdown, je crois, mon streak était, je crois, c'était 1700 jours d'affilée, quoi. 1700 jours d'affilée. Et quand tu vois, tu te dis, bon, peut-être que moi, vu que je bosse dans l'application, tout le monde est aussi à 1700 jours d'affilée. Mais en fait, quand tu regardais, du coup, dans les stats, t'avais des milliers de personnes qui étaient aussi à 1700 jours, quoi. Et là, tu te dis, ah ouais, donc il y a des gens, ça fait 4 ans, 5 ans, tu vois, qui utilisent tous les jours non-stop le produit qu'on a construit. Donc ça, c'est hyper plaisant, tu vois. Tu te dis, bah, je rends quelque chose d'utile fondamentalement aux gens. Parce que une mécanique de gamification sur un produit qui est pas utile, ça marche pas. Voilà, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que vous avez tenté de faire des fonctionnalités un peu gamifiées comme ça, qui ont totalement floppé, pas utilisées? Sûrement. Enfin, c'est sûr qu'on a raté. Il y a des trucs qu'on a ratés. Mais là, j'en ai aucune qui me reste en tête, qui me vient. On a, à un moment donné, on avait alors pas floppé, mais pas loin, c'était les pops. En fait, on avait créé les pops. Ça marchait quelque chose, ça marchait de fou, mais en fait, quand on les a redesignés, à un moment donné, ça a un peu foiré. On avait perdu en engagement de fou. Et parce qu'on avait, en gros, on a perdu l'essence des pops. Parce qu'on avait gamifié le fait de le referral, d'inviter des gens sur ton application. Donc, dès que t'invitais une personne, t'avais une petite glace. Tu as une glace blanche, donc on a pris la glace de Zenly, et c'était montré en haut de ton profil, donc c'était aussi un statut social un peu d'avoir une glace cool sur ton profil, et t'avais un pop, ça veut dire que t'avais invité une personne. Et après t'avais trois potes, t'avais le pops avec des petites taches de couleur qui commencent à apparaître, en mode vache, tu vois. 5 amis, tu allais commencer à avoir des rayures, etc. Et après 10 potes, ce qui est quand même énorme, un K-factor de 10, donc c'est-à-dire que t'as invité 10 personnes, t'avais un pops en or.
Et après, on avait les whales, donc les gens qui invitaient énormément de gens. Il y en avait donc la glace d'or avec 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, tu vois. Donc les gens, ils voulaient leur pops. D'ailleurs, il y avait des gens en Russie qui avaient payé carrément des pubs Facebook avec leur nom d'utilisateur pour que les gens rejoignent l'application et qui débloquent justement les pops d'or, tu vois. Donc ça, et là, il y avait un classement pour le coup, parce que là, il y avait un intérêt à la fois pour Zenly et à la fois pour les gens. Ils voulaient être le premier de leurs potes, tu vois. Genre, j'ai ramené plus de monde à la soirée. C'est un peu ce feeling-là. Et après, les pops, on avait fait un truc, c'est que quand tu tapais dessus, t'avais tous les pops, les gens que t'avais invités, donc les petites glaces. Donc, on montrait pas qui t'avais invité. Donc, c'était des petites glaces qui tombaient avec l'accéléromètre, tu vois. Donc, tu jouais avec les haptiques, etc. Tu pouvais secouer le truc. Donc, on avait rendu ça marrant, tu vois, et partageable. Donc, t'avais une carte avec le nombre de pops. Tu pouvais le partager à l'extérieur. Et à un moment, je crois, on avait fait le changement, on avait mis les têtes des gens que t'avais invités. Ouais, c'est là où on avait perdu pas mal de temps. C'était moins fun, moins qualifié. Ouais. Et du coup, on avait perdu quelques points de stats. En fait, dans le nouveau design. C'était plus important combien que qui. Par exemple, tu vois, c'est l'apprentissage, c'est plus intéressant de savoir que tu as invité 30 personnes que qui sont les 30 que tu as invités. Ce podcast est sponsorisé par Crisp. Crisp est une plateforme française permettant aux entreprises de créer des liens de proximité avec leurs clients. Grâce à une suite d'outils rendant les équipes plus productives et les clients plus heureux, le logiciel facilite ainsi la gestion de la relation client. Crisp vous assure donc que chaque client ou prospect se sente entendu et aidé en un rien de temps, à n'importe quelle heure et sur tous vos canaux de communication. Et voici ce qui rend Crisp vraiment différent. Une bombe de valeur pour toutes les entreprises, qu'elles se lancent ou qu'elles soient déjà établies, grâce à des tarifs adaptés à tous les besoins, un niveau de personnalisation hyper poussé pour tous les secteurs d'activité, des modèles d'intelligence artificielle sur mesure et un support client en français avec une réactivité de folie. Alors si vous souhaitez transformer votre expérience client pour en faire un avantage concurrentiel, cliquez sur le lien dans la description et démarrez votre aventure avec Crisp. Vous traquez tout? Ça c'est intéressant ça. Bah, tu mesures. Tu mesures toutes tes... Comme un scientifique. Enfin, c'est une approche scientifique, hein, le produit ou le design, c'est... Tous les events dans l'application sont traqués. C'est pas de l'art, c'est-à-dire, tu fais un truc, tu regardes combien de personnes rentrent dans ton funnel et combien de personnes sortent, où est-ce que les gens arrêtent d'utiliser ton truc. Il y avait des choses qu'on avait du mal à traquer, évidemment, c'est tout ce qui est quand on avait des easter eggs dans l'application, parce qu'on était fan d'easter eggs, c'est difficilement quantifiable sur l'impact que ça peut avoir sur ta croissance. On mesurait ça par le bruit sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Tu vois à quel point c'était screenshoté, à quel point les gens en parlaient, mais tu pouvais pas vraiment savoir à quel point tu savais, parce que le bump, par exemple, qui était... Au début, c'était un easter egg. Tu secouais ton téléphone et ça envoyait une notification à tes amis en commun de « vous êtes ensemble ». On avait ces cartes partagées, ces cartes 3D que tu pouvais partager, etc. On savait pas à quel point... En fait, forcément, tu pouvais pas traquer si les gens venaient télécharger par ce truc-là, par Twitter ou pas, parce que arrivé sur l'App Store, du coup, tu perdais le deep link à l'époque de ce truc-là. Donc, tu pouvais pas savoir, en fait, exactement d'où ça venait, mais forcément, ça avait un impact, puisqu'on voyait... En tout cas, si, au pire des cas, ça avait pas d'impact sur la croissance, il y avait certainement un impact sur le brand awareness, sur l'image de marque, et ça a beaucoup participé à l'image de Zenly, et j'imagine là, dans une moindre mesure, mais c'est en cours de route, quoi, avec un mot. Donc c'est très important pour nous d'investir du temps. C'était difficilement quantifiable. Après, ça coûtait du temps et de l'argent, forcément, d'investir dans ces fonctionnalités. Après, tu peux c'est peut-être pas quantifiable, mais justement, tout à l'heure, vous parliez des feedbacks, etc. Tu mesures tout. Au Japon, etc. Parce que tu peux le demander directement. Ah, mais du coup, tu faisais, comme dit Julien, on faisait à la fois du quantifiable, quanti, avec les stats, et du quali, en faisant des user tests. Tu vois, toutes les semaines, on avait de 1 à 3 utilisateurs qui venaient, ou pas utilisateurs, qui venaient dans nos bureaux tester les applications. On avait formé tous les gens dans la boîte, faisaient des user tests, donc les ingénieurs, les designers, les product managers, tout le monde, parce qu'en fait, c'était important de parler au final aux gens qui utilisent le produit. C'est hyper intéressant, ça. Et des fois, les ingénieurs, c'était pas eux qui allaient leader le test utilisateur, mais par contre, tout le monde le faisait. On filmait. C'est-à-dire, t'as une caméra qui filme à la fois le visage de la personne et à la fois l'écran. Comme ça, très important de pas juste filmer ce qui se passe dans l'écran, tu vois, parce que des fois il y a des trucs de screen record, tu vois ce qui se passe, tu essaies de deviner, mais au final voir ce que fait le doigt sur l'écran, c'est-à-dire le doigt il monte vers la droite et en fait non, il va en bas à gauche parce que la personne elle tape pas sur le bouton, c'est aussi important que de voir que la personne tape à gauche sur le bouton. Des fois tu te dis les gens en moyenne ils mettent 2 secondes à taper sur le bouton en bas à gauche. Et tu te dis, je vais faire un plus gros bouton. Mais en fait, non, des fois, c'est parce que les gens, ils vont d'abord aller en haut à droite et leur doigt va aller en haut à droite parce qu'ils voient un autre truc qui attire leur regard et ensuite ils tapent sur le bouton qui était très visible, mais ils étaient attirés par autre chose ou c'était pas clair, tu vois. Et donc, t'apprends autant en voyant les mains ou même comment une personne tient son téléphone, tu vois. Si la personne, elle se met à tenir à 2 mains son téléphone, ou alors tu mets un bouton trop haut et du coup, la personne, elle doit changer elle doit changer la manière dont elle tient son téléphone, tu vois, pour le saisir. Donc, tout ça, ça va avoir un impact. Et même dans le visage, c'est-à-dire,
imagine une personne, elle fronce les sourcils sur une partie de son onboarding, bah, tu vas dire, attends, là, il y a un problème, tu vois, sur mon onboarding. Tous ces trucs où les gens venaient, parce que déjà, c'est un environnement pas naturel, les user tests, donc du coup, les gens se mettent dans un mode, je suis jugé. Alors qu'on veut pas de ça. On veut vraiment que ça soit dans un environnement naturel, comme si ils étaient chez eux ou dans les transports en commun. Donc déjà, les gens, ils venaient, ils posaient leur téléphone à plat. Ah oui, sur la table. Donc on disait, non, c'est pas comme ça que tu utilises ton téléphone. Fais comme si t'étais chez toi. Fais comme si t'étais chez toi. Genre, mets-toi à l'aise, tranquille et tout. Nous, on s'adapte. On pose un téléphone pour filmer. Le but, c'est toujours quelqu'un qui va un peu lead et modérer le truc. Mais du coup, c'était un peu bizarre parce que ça crée des situations ultra gênantes pour les gens. On essaie de pas avoir ces froids, mais on avait, tu vois, quand les gens téléchargeaient l'application, surtout chez Amo, on était devenus vraiment des maîtres dans ce truc-là. Tu vois, c'est que on dit rien pendant 10 minutes. Donc en fait, débrouille-toi. Donc les gens sont sur l'onboarding, sur. Ou alors tu leur reposes une question. S'ils sont vraiment perdus, ils sont dans une infinite loop, dans une boucle infinie, ils sont bloqués. Alors dis bon là, c'est bon, vas-y gros, on t'aide. On leur donne la solution. Appuie ici, c'est bon, vas-y, c'est bon. On leur pose des questions. On leur pose des questions, mais au début, c'était vraiment très important pour nous de les laisser faire. Et ensuite, de poser des questions sans orienter les réponses, tu vois. C'est un art, quoi. Ça, par contre, c'est vraiment, genre. T'as un exemple à me C'est donner malaisant. Une personne est dans l'onboarding, elle est bloquée, tu vois. Elle dit, là, je suis censé faire quoi? Ouais. Là, tu dis, tu ferais quoi, tu vois. Genre, c'est ça que tu lui dis. Tu lui dis pas, appuie là. Bon, si, vrai, comme dit Julien, ça dure 5-10 minutes, peut-être que tu lui dis, mais. Bon, donne-moi ça, je le fais. Et puis tu repars déconfit parce que en fait, t'es nul. On arrête tout. Je suis nul, je repars dans ma cave. C'est insupportable, je refais tout. Voilà. Et quand la personne n'y arrive pas, c'est de ta faute. C'est pas de sa faute. Tu vois. Et d'ailleurs, des fois, ce que tu disais pour rassurer la personne, tu sais que les gens sont mal à l'aise, mais je suis nul, je sais pas utiliser. Mais non, c'est pas si tu n'y arrives pas, c'est nous qui avons mal conçu le truc, quoi. Et non, et ça c'est un exemple. C'est la personne est bloquée, tu lui dis qu'est-ce que tu ferais là? Ouais. Et après ce que tu te donnes, c'est que tu donnes plus des objectifs. Une fois les 10 minutes sont passées, les gens ont un peu exploré l'application comme si c'était chez eux. D'ailleurs, on leur dit si jamais tu fermes l'application, si chez toi tu aurais fermé l'application, ferme l'application et va sur une autre application, tu vois. Et une fois que tu as fait ça, tu leur dis maintenant essaye d'inviter quelqu'un, tu vas lui donner des objectifs comme ça. Et tu vois où est-ce que la personne va quand elle cherche à inviter quelqu'un. Donc il y a plusieurs phases, tu vois, et ça dure 20 minutes, 30 minutes max, tu vois. Un test c'est pour ça que des fois c'était important de faire venir des groupes aussi de potes parce que ils sont plus à l'aise. Ils sont plus à l'aise et surtout du coup ils vont avoir une utilisation beaucoup plus naturelle d'inviter des potes, alors qu'en temps normal nous on faisait un peu de guérilla marketing, guérilla testing chez Zenly, on allait au Domac ou au Starbucks près de Bastille. En fait c'est pas naturel parce que du coup tu prends le téléphone des gens, tu mets ton contact dedans, tu leur installes une version bêta via un lien, donc c'est chelou déjà. Tu prends le téléphone, c'est relou. Et en plus, à la fin de l'expérience, tu dis je peux reprendre ton téléphone, je vais enlever l'application parce qu'elle n'est pas publique. Donc en fait, gênant. Alors que là, quand tu fais venir des groupes de potes, c'est déjà, ils sont tous dans les contacts, ils peuvent s'inviter entre eux. Il y a pas, c'est pas weird, tu vois, de toi t'incruster dans l'application. Puis au Starbucks, au McDo, faut te cacher pour pas te faire virer du Starbucks et du McDo aussi. Ouais, au bout de 2 heures, ils disent c'est qu'il y a une anecdote comme ça. T'as pris qu'un café, casse-toi. Il y avait les McDo, les Starbucks autour de Zenly, on avait plus le droit d'y aller. Ah ouais. Ouais. Oui, on avait trop. Ouais. On avait trop. Alors que nous, on payait des best-of et tout aux gens, tu vois. C'était sympa. Les gens dans la queue disaient t'as 2 secondes, je te paye ton domac, mais viens, on se pose et tout. Ouais, pas de problème, trop cool. Genre 15 minutes, hop, user test. Après, faire un test avec un groupe de potes, la complexité, c'est vu que t'as des fois de 3 à 5, des fois ça nous arrivait d'avoir des groupes de potes de 5 personnes qui venaient, c'est très dur de lire tout ce qui se passe, tu vois, parce que tu vas en avoir qui galèrent sur l'application, mais des fois tu le vois pas parce que t'es focalisé sur quelqu'un d'autre, donc des fois on était à 3 dans la même salle, à tourner, en fait, à regarder tout ce qui se passait, à essayer de tout interpréter, parce qu'en fait, un test utilisateur, c'est plus même pour moi de l'interprétation que des choses qui sont factuelles, tu vois. C'est comment est-ce que tu interprètes le signal. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois quand je faisais plus les tests utilisateurs, de lire un test de quelqu'un. En général, vu que c'était filmé, il y avait la vidéo qui allait avec. Quand t'as 1 heure de vidéo et un texte et t'as énormément de choses à faire, tu vas lire ton texte, tu vas pas regarder les 1 heure de vidéo. Mais de temps en temps, tu vois, je regarde quand même des vidéos et tu te dis, mais en fait là dans la vidéo, il y a ça qui se passe et c'est pas écrit dans les notes, tu vois. Et en fait, tu te dis, mais ça c'est hyper important, tu vois. C'est pour ça qu'on avait changé la méthode chez Amo en cours de route. Mais du coup, ça coûtait une blinde, parce que on avait commencé des user tests par nos investisseurs. Donc en fait, on filmait tout. On filmait tout. Tu sais, on filmait genre Jean Laroche-Brochard, Pia, etc. Et en fait, c'était un enregistrement à chaque fois de 45 minutes. Et on se mettait dans cet énorme open space chez Amo. Et on les regardait ensemble. Et alors 45 minutes, c'était 8 heures d'analyse.
Donc on se Ah ouais, mettait ça. 8 analyses Ouais, et on 45 minutes, mettait c'est pause. toutes les 10 secondes, tu fais pause. Ouais. Et tu crées Oh, un ticket, putain. quoi. Et mais c'était Ah non, violent. Et comment c'est tu ça. priorises à la fin tout c'était Bah après, tu priorises par Tu fais un importance. tableau, tu fais un tableau Bah, par importance. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le moins. Déjà, Ouais. les trucs qui reviennent à chaque fois, bah tu C'est recoupes. ça. Tu dis, bah ça, faut absolument l'adresser. Ouais. Après, il y a des trucs qui sont où il y avait beaucoup de débats, évidemment. C'est quelqu'un qui me dit attends, mais pause, là c'est chelou, pourquoi on n'a pas fait ça comme ça? Ça, je dis l'interprétation, Et là, parce tu dis, que ouais, une même personne, tu vois, genre un ingénieur Voilà. avec moi, il va voir un problème, moi je vais pas voir, et moi je vais voir un problème qu'il va pas voir, et Julien Ouais. va voir un problème que moi je vois pas. Genre Julien il va dire, putain, là ton bouton il est dégueulasse, tu vois, ça marche pas. ouais, et on tout, se voit pas, il y a un problème de contraste, ou whatever. Ouais, c'est Et ça. puis, du coup, il y avait des. Genre le ratio sur ce téléphone, là c'est pas du tout le bon Ouais. radius, c'était en mode, ok, oui t'as raison. Ouais. C'était beaucoup d'analyses de presque du X principalement. Les bugs, forcément, à cette étape-là, il y en avait beaucoup. Mais mais forcément, il fallait aussi les tacler, les analyser parce que ça peut bloquer après l'expérience utilisateur. Ouais. Mais c'était très intéressant. Mais c'était, enfin, faut s'accrocher quoi. Ouais. Pendant 8 heures, mettre pause. Bon les gars, on va manger, on revient après. Mettez pause, on touche à rien. On a fait des journées retourne devant la entièrement vidéo. user test toute la journée, quoi. On était, je sais pas, 10-20 autour d'une table à regarder un test. Mais après, au moins, Et du coup, voilà, tu perdais pas, ce que tu disais, c'est que tu perdais pas le transcript, quoi. Tout le monde était aligné l'interprétation. sur l'analyse. Après, c'est pas grave, tu vois. C'est pour ça qu'il faut faire du volume aussi. Tu fais du volume avec plusieurs personnes et même si tu perds quelques infos clés, les vrais problèmes, ils reviennent, de toute façon. Moi, je dis toujours, ça sert à rien de faire plus de 3 tests utilisateurs, tu vois, par semaine. Parce qu'au final, t'apprends, ça dépend de ta vitesse d'itération. Puis t'agis pas sinon. Au bout d'un Non, moment. par version, tu vois. Ouais. Par version, ça sert à rien d'en faire plus de 2-3 parce qu'en fait, tu tournes en boucle sur les, au début, j'en faisais 5. Ouais. Et ça prend énormément de temps, hein. Genre, 5 tests utilisateurs, c'est une demi-journée. Tu vois, tu vas passer, et le plus long, c'est de recruter les gens. C'est de l'enfer. Trouver les gens pour faire les tests. Ça, c'est C'est chiant. Ouais, toujours c'est pas été vraiment résolu, c'est hein. ouais, non. C'est le côté. D'ailleurs, un jour, quelqu'un arrive à résoudre ça. Enfin, c'est incroyable en termes de start-up ou d'idées start-up. Et là, tu les peux pas gars. garder les mêmes. T'as pas c'est un pool de fantastique. testeurs parce que les gens ils sont biaisés au bout d'un moment. Si tu crées une relation avec des testeurs et que les gens ils reviennent à chaque version testée, bah à la fin ils t'aiment bien. Ouais, en fait, ou ils c'est ça. détestent. Ah et ouais, du coup, putain. Un truc incroyable, les ennemis, on avait testé la carte cadeau Amazon Ah à oui. 20 boules. Tu sais, à un moment donné, c'était même tombé à 50 balles. Genre, imagine. On est tombé sur des schlags. Genre, il y avait des mecs incroyables qui débarquaient Non, mais on avec avait des remarqué- canettes. Ils venaient avec des canettes de bière. non, il y a un truc, c'est que C'était incroyable. Non, mais en fait, c'est Genre, ils intéressant sont ce que tu dis, parce foutés. qu'en fonction du prix, t'as un équilibre subtil entre si tu mets pas assez cher, les gens viennent pas. Parce que genre pour 10 balles, 20 balles, tu viens pas. Ouais. Mais si tu mets trop cher, bah t'attires pas les mêmes gens. Ouais. Les gens viennent que pour l'argent. Et donc ils se Avec sa canette et son chien. C'est incroyable. Genre, bon. En Du fait, les coup, gens- alors là, tu vas tester une application. Ok, vas-y. En fait, tu veux on des va gens qui les sont un couilles. minimum intéressés, qui font ça par curiosité aussi. Donc, c'est pour ça qu'on avait trouvé le sweet spot, c'était 30-40 balles, tu vois. Au-delà, c'était plus les. T'avais les mecs aussi qui revenaient, mais genre, c'est pas la 4e fois qu'on le voit, lui, en un mois. Il se faisait un salaire en 4 sur toute sa vie. Ouais, je me souviens pas de ça. À un moment donné, on a dit, bon, mec, c'est bon, là, stop. Tu vois. Peut-être qu'il y en a qui sont revenus plusieurs fois. Ouais. Mais c'est vrai que c'était un enfer, hein, de recruter des tests. Parce que surtout quand on fait en volume, Ouais. bah va trouver des gens. Parce qu'au bout d'un moment, tous les lycées, toutes les écoles de Paris, tu les as faites, tu vois. Donc après, tu vas chercher des gens qui sont en banlieue, donc qui font 1 heure, 1 heure et demie pour venir, tu vois. Donc faut que ce soit rentable aussi, tu viens pas pour 20 balles, tu vois. Ouais. À l'étranger, pareil, quand on allait sur place, on faisait énormément de tests utilisateurs, mais il fallait les prévoir. Là, on avait peut-être des agences sur place qui recrutaient les gens pour nous. Mais c'est une vraie galère. Hein. Vu Ouais. au bout d'un moment, ta famille et tes proches, au bout d'un moment, tu les as. Je crois, on a fait combien de temps dans les années 7 ans, tu vois. Ouais. On a fait 16 ans, au bout d'un moment, t'as épongé tout le monde. Ouais. T'as plus personne. D'ailleurs, pendant le redesign de 2019, le gros truc, quand on faisait nos user tests aux États-Unis, on était obligé d'externaliser. Je sais plus c'était quoi comme boîte, mais en gros, on externalisait, mais c'était des gros batchs de tests utilisateurs. Je crois que c'était des tests de 10 000 users. Je sais pas si tu te souviens de ça. En fait, il y avait ce tableau toutes les semaines qui nous était envoyé. Dès qu'on envoyait une nouvelle version. Dans les universités. Ouais, je sais plus quelle boîte faisait ça à grande échelle. Genre, on recevait les résultats de 10 000 ou je sais Moi, c'était des plus. surveys, ça. C'était des surveys, Parce ouais. que Et 10 du 000, coup, ça peut pas être du test. c'était pas des user tests, mais Non, oui, c'était des surveys sur demander ce que les gens attendaient peut-être d'une application. Essayer je crois que c'était ça. Je sais plus exactement. De Je crois profiler que le truc. je crois que les gens, ils avaient moyen d'accéder à la, parce que je comprends, on devait envoyer un build, tu vois, un test. Et du coup, les gens, ils Ah oui, si. devaient isoler dès qu'il y avait le bien mot-clé qui retombait, childish, machin, Childish, etc. ouais. En fait, hop, on recommençait. Genre, toutes les semaines, jusqu'à ce qu'il y ait très très peu d'échantillons, de mots-clés qui revenaient. À chaque fois que c'était, genre too girly, too childish, trop enfantin, trop machin. En gros, c'était pas encore assez genre bien orienté pour le marché US. Et on faisait attention à ça. Du coup, ça a pris quand même plusieurs mois. Mais c'était bourrin. Là, tu vois, c'était vraiment à grande échelle. T'as plein de tests t'as plein de styles de tests, ouais. Ouais. Et t'apprends des choses à
avec tout type de test. Tu vois. Aussi bien le test, tu vois, en vis-à-vis, que le test at scale, tu vois, en échelle, que les stats. Et pour moi, la bonne recette, c'est de faire un peu de tout. Tu testes un peu de tout, tu vois, et tu vas apprendre des choses différentes. Ton but, pour moi, quand tu fais un produit, c'est essayer d'apprendre un maximum tu vois. Et donc, plus tu as des sources diverses, plus tu vas apprendre, et plus meilleur, normalement, ça doit te rendre dans la création de tes produits, quoi. Et après, en plus, quand ton produit a été... je prends le cas de, par exemple, je sais pas, récemment, genre Biril ou même Zenly à l'époque, tu vois, on faisait attention, est-ce que tu es déjà utilisateur Zenly? Est-ce que tu connais pas Zenly ou est-ce que tu connaissais Zenly et pourquoi t'es parti et du coup, est-ce que là, ça te ferait revenir? Enfin, tu vois, il y avait un peu tous ces cas-là d'user test très orientés. On essayait de faire attention, de pas toujours prendre des utilisateurs qui connaissaient Zenly. Parce que forcément là, c'est comme l'expérience, hein, tu rêves de la chambre aseptisée. Exactement. Enfin, tu rêves plutôt que la personne soit dans sa chambre. Le scénario tu vois, parfait. Le scénario parfait, c'est de voir la vraie vie des gens et de voir ce qui se passe vraiment. Tu as envie de savoir, la personne elle télécharge ou alors elle voit la pub et elle a pas envie de télécharger, ou son pote en parle et il dit mais c'est quoi ce truc et il télécharge pas. Tu vois, c'est ça que tu as envie de voir vraiment, parce que c'est là où t'as la vérité, tu vois. Mais on a un peu perdu ça, je trouve. Tu vois, sur les utilisateurs qui étaient déjà très engagés chez nous, on avait ça à un moment donné chez Zenly pendant longtemps. C'était un peu le club, c'est presque des ambassadeurs ultra qui avaient accès à nos bêtas, qui avaient accès à nos features en avance. Genre, on leur envoyait des messages. C'est pas ceux parce qu'on avait compris que c'était pas ceux qui nous ont envoyé le meilleur feedback. Parce qu'ils étaient biaisés. C'était biaisé, mais il fallait arrivaient à évangéliser leurs proches, etc. Ouais, mais c'était énorme. En fait, au final, c'était quoi? Quelques centaines de personnes. Il y a des groupes Facebook, je me souviens, c'était Brian qui gérait ça. Oui, c'était ça, voilà, c'était Brian qui gérait ça. Mais en fait, les gens, au bout de 1 mois, 2 mois, faut les renouveler. Parce que ils sont tous biaisés. Genre, ils adorent. Parce qu'au final, toi, tu as envie de les chouchouter, tu vois. C'est des gens qui te défendent et tout. Les goodies. Les ambassadeurs, tu leur envoies des cadeaux, tu leur envoies des machins. Et après, les gens, tout ce que tu sors, c'est génial, tu vois. Et donc, t'apprends rien. Et du coup, faut les renouveler. Et en fait, ça prend un temps monstre. Mais pour avoir une étincelle au départ, quand tu crées une boîte, je pense que c'est un truc que je referais. La bonne approche, c'est pas bêta, c'est la communauté. Tu as plus une approche à la Finari, tu vois, où tu as un forum, les gens ils échangent, et créer une communauté ou un photoroom, tu vois, WhatsApp, ou un Discord, photoroom où ils ont leur communauté d'utilisateurs, et les gens ils débattent de leurs problèmes, et limite tu les laisses interagir entre eux. Et tu regardes. Exactement. Ça, c'est beaucoup plus intéressant, tu vois. Parce que les gens là ils vont oser dire c'est nul. Omada a fait ça, lui, ils ont un Discord d'ailleurs qui existe toujours où t'as un feedback incroyable, tu vois. Exactement. C'est trop bien. Ce genre de, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ce genre de truc. Ça, tu vois, on l'a pas fait avec Abo, c'est un truc que j'aurais bien voulu mettre. Communauté. Je regarde un peu, genre, dès le début, on aurait dû un peu faire ce truc-là, je pense. Discord, tu vois, pour remonter un peu le. Est-ce que c'est un défocus? Je pense que c'est un luxe de passer du temps là-dessus. Après, il y a des boîtes qui sont construites là-dessus. Un Finari, le forum, c'est le premier forum finance de France aujourd'hui, je crois. Et il y a même à Paris, là, qui Explores, que les gens connaissent pas trop encore, mais. Tu sais, Vincent, en gros, il crée une expérience de map où tu dois justement, c'est un peu un jeu entre Pokémon Go et tu dois chercher des trucs sur la map. Tu dois marcher genre 20 minutes pour accéder à un trésor que tu dois ouvrir, et du coup tu gagnes des produits ou des bons d'achat, des trucs comme ça. Et en fait, ça s'est construit d'abord sur une chasse au trésor sur Discord, exclusivement, avec plus de, je crois, 3-4 000 utilisateurs. Et ils ont réussi à pivoter cette communauté dans l'application derrière et lever des fonds comme ça et avoir un truc qui pour le coup, tu vois, ça c'est un truc que je recommanderais si tu veux créer ton application, de co-créer avec tes utilisateurs, de co-créer avec des gens qui ont un vrai besoin. Ça, par contre, c'est un vrai tips, parce que souvent quand tu crées, toi, t'as ta lecture du problème, tu comprends les choses qui te sont propres, tu vois. Mais quand tu co-crées avec des gens, tu t'enfermes pas. Tu t'enfermes pas, exactement. Tu restes à l'écoute, les gens ils te challengent plus. Et peut-être que quand il y a un concept de co-création, contrairement à une communauté de bêta-testeurs, les gens, ils sont plus impliqués. Donc, il y a un niveau d'implication supplémentaire, mais ils te disent plus la vérité. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir leur mot à dire. Ouais, l'orientation du produit, et là où ils veulent vraiment voir un truc. C'est presque comme si t'arrivais à un consensus de masse sur là où aller, ou valider ton idée de base, en étant un petit peu influencé par ta communauté derrière. Et je pense que c'est un truc que moi je referais si j'avais l'occasion, tu vois. C'est sûr. C'est de l'immersion. Merci beaucoup, les gars, pour tous ces conseils, là. C'est très riche. Bon, on est obligé de parler d'IA, on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux qu'on parle de ça. Ouais, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, ouais. Je connais pas.